Oh, ça marche pas. Oh, non, moi je vois rien. Ah, c'est bon? Ok. Ok. Ouais. Parce qu'en fait, moi je vois personne. Attends. Ok. Hello, vous m'entendez du coup? N'hésitez pas à réagir sur le chat s'il vous plaît, parce que depuis tout à l'heure, j'ai pas l'impression. Je sais pas du coup s'il y a des personnes qui m'entendent. Ok. Ok, parce que moi je vois pas les commentaires en fait du coup. Ok, bah bonjour à tous, désolée du coup pour cette interlude. Malheureusement je vois pas vos commentaires. Mais bon, on va essayer de faire comme ça pour l'instant. Bon, du coup, merci pour votre patience et bah, bienvenue dans ce webinaire sur la transition énergétique. Évidemment, c'est une blague. Et en fait, aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet qui se veut mi-sérieux, mi-fun. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on annonce un peu la couleur de l'heure qui va suivre. Donc j'espère en tout cas que vous allez apprendre des choses et que vous n'allez pas vous ennuyer. Euh, donc on va parler de creative stratégie. Bah, je voulais vous demander si y en a parmi vous qui savent déjà ce que c'est ou pas. Bon, on va faire comme si c'était pas trop le cas. Euh, et surtout, donc à l'intérieur de la creative stratégie, on va surtout focus sur ce qu'on appelle le creative testing. Donc c'est comment tester efficacement ses aides pour performer et surtout faire en sorte que ces social ads soient enfin rentables. Du coup, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon sur pourquoi la créa en fait aujourd'hui c'est le moteur de performance de vos social ads. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet où je vais vous expliquer un peu étape par étape ce qu'est le creative testing. Et enfin, la bonne méthode, ma méthode secrète à moi, d'analyse de vos créas. Et on finira par un Q&A, je l'espère. En fait, je sais pas, étant donné que je peux pas avoir vos retours. Et bon, on verra si d'ici là c'est résolu. Du coup, sans plus tarder, on va commencer par notre premier sujet, donc la créa, le moteur de performance de vos social ads. Je pense que vous l'avez tous et toutes remarqué ces 5 dernières années et même avant. Euh, la manière aujourd'hui de faire du media buying, elle a énormément changé. Tout simplement parce que les usages des plateformes social media ont évolué. Il y a plus de concurrence, l'algorithme aussi est devenu de plus en plus fin et tout est amené en fait à être de plus en plus automatisé.
Du coup, on fait plus du tout aujourd'hui de media buying de la même manière. Donc quelques exemples ici, mais typiquement avant on allait avoir une structure de campagne complexe qui allait suivre le funnel. Donc typiquement vous allez avoir une campagne d'awareness avec une campagne de trafic, d'acquisition, de retargeting, etc. Tandis qu'aujourd'hui avec une ou deux campagnes maximum, c'est suffisant. On va y revenir après du coup. Aussi la manière en fait d'aller toucher son audience, c'était de segmenter en fait le targeting énormément et de faire plein de tests de targeting différents, donc des lookalikes, des plein d'intérêts différents, etc. Aujourd'hui, on fait du broad. Pareil, on va y revenir juste après en expliquant un peu pourquoi et comment ça fonctionne. Et donc aujourd'hui, en fait, tous ces leviers-là qu'on utilisait avant, ils servent quasiment plus à rien, si je peux dire. Mais là où nous, on va avoir en fait un impact et là où on peut euh, vraiment venir apporter toute notre valeur ajoutée, en fait, c'est avec la créa qui avant était un peu la dernière des préoccupations. Il suffisait d'avoir une jolie créa qui passe bien, qui soit bien brandée et, euh, et puis c'était tout. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, la creative stratégie, c'est la top priority des meilleurs teams marketing. On le voit beaucoup sur les marchés US et britanniques. Ça commence un peu à arriver en France. Je sais que creative stratégie, c'est un terme où il y a encore un an, on n'en entendait quasiment pas parler. Et aujourd'hui, quand même, quand on regarde un peu ce qui se fait justement chez les meilleurs teams marketing du marché aux US, en Grande-Bretagne et même aujourd'hui en France, c'est des personnes qui ont vraiment compris en fait que l'importance de la créa, pourquoi c'est important d'investir aujourd'hui et qui du coup investissent dans des teams en creative stratégie. Donc aujourd'hui, finalement, la créa elle détermine 70% du succès d'une campagne. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Google. C'est pour ça que il faut vraiment faire la priorité. Et aujourd'hui, si vous voulez vraiment avoir des campagnes qui performent et des campagnes rentables, c'est vraiment là qu'il faut aller creuser, là qu'il faut mettre l'énergie, le temps, mais aussi le budget. Pour vous expliquer du coup rapidement, pour ceux pour qui c'est encore un terme un petit peu obscur, en fait la creative stratégie c'est conçu pour finalement optimiser en continu vos créations publicitaires et améliorer leur efficacité. En gros, le mot-clé ici c'est le volume. Ce qu'on va venir, c'est créer en masse en fait du contenu. Donc on va accélérer la production et le déploiement des publicités. Pourquoi? Parce que plus de volume, plus de tests et on va plus vite pour trouver ce qui fonctionne et toucher notre cible et explorer du coup de nouvelles opportunités et maximiser le ROI. In fine, c'est ce qui nous intéresse tous. Et donc, c'est un peu le mariage entre une approche analytique et data-driven et avec une approche créative, conceptuelle, basée finalement sur le marketing psychologique. Donc là, en fait, ici, on a la partie sérieuse et là, on a la partie fun dont je parlais plus tôt. Et le mix des deux, c'est la stratégie créative et c'est ce qui aujourd'hui va vous permettre en fait de performer en social ads. Donc ça, on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, peut-être pendant un autre webinaire. Mais en gros, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, la creative stratégie, c'est vraiment un cercle vertueux. On va commencer par la partie de recherche qui doit prendre beaucoup de temps. On va en fait faire des recherches hyper poussées sur notre cible, ses pain points, aller fouiller sur ce qui se dit dans les articles de blog, sur des forums comme Reddit, les commentaires des ads, etc. Comment est-ce qu'on parle de votre marque ou de votre produit. Et du coup, toute cette partie-là, en fait, à partir de ça, de toute cette recherche, on va venir passer à l'idéation, donc à la partie de test. Et c'est là qu'on va du coup construire un peu son plan d'attaque de justement comment est-ce qu'on va venir tester tout ça. À partir de là, on va briefer les équipes créa. Donc on leur parle de notre petit plan d'attaque. On définit les différentes hypothèses et les goals qu'on va venir tester pour déterminer un peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. L'équipe créa va faire sa magie et du coup passer à la création de contenu.
avec les variations d'assets, etc. Ensuite, on fait des allers-retours classiques, on vient lancer nos campagnes et là, on arrive aussi à une des parties les plus importantes qui est la partie d'analyse en fait de la data. C'est le moment où on va pouvoir en fait valider ou invalider toutes les hypothèses qu'on est venu tester, faire des learnings, donc retenir un peu tous les apprentissages et on recommence en fait. Voilà. Donc nous aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur la partie 2, donc de test et d'idéation, et sur la partie 7 d'analyse. Et on va tout de suite enchaîner du coup avec le creative testing, vous expliquer un peu en quoi ça consiste, comment est-ce qu'on le met en place, c'est quoi un peu les best practices. Donc en fait, quand on vient tester des nouvelles créas, l'objectif c'est de trouver ce que j'appelle nos winning ads, enfin, ce qu'on appelle dans le milieu en tout cas. Ce qu'on veut, c'est vraiment craquer le code, trouver le bon hook, le bon angle, le bon format, ce qui va faire qu'on va venir exploser les stats, donc en termes de CTR, de, euh, de lead ou de vente, etc. Enfin voilà, de tous les KPI qui nous intéressent et qu'on va venir suivre, enfin dont on va venir parler juste après. Parce que le but, en fait, en faisant ça, c'est de trouver la recette magique, de la répliquer et de pouvoir scaler. En fait, une fois qu'on a craqué ça, c'est là qu'on va vraiment pouvoir, enfin, que ça va devenir intéressant et qu'on va pouvoir tout simplement scaler et venir reproduire cette recette-là. Pour ça, donc, on met en place une stratégie de test, le creative testing, qui va, comme je vous l'ai expliqué, nous permettre de valider ou d'invalider une hypothèse. Là, je vous mets un petit exemple de LinkedIn for Marketing eux-mêmes, qui font du coup de la pub sur leur propre plateforme. Donc là, on est sur une pub LinkedIn Ads. Donc à première vue, quand on regarde, on se dit ok, ils sont venus tester des couleurs différentes, ils sont un peu amusés avec les couleurs, avec les images. Que nenni, c'est pas du tout ça. En fait, quand on regarde de plus près ici, je sais pas si vous pouvez voir. Bon, c'est masqué, c'est pas grave. En fait, ici, ils sont venus tester deux propositions de valeurs différentes. Donc, sur la première, on a Get Your Target Audience Attention with this ad space. Donc, c'est LinkedIn Ads permet d'attirer l'attention de ma cible. Et la deuxième, Generate High Quality Leads from this ad space. LinkedIn Ads me permet de générer des leads de haute qualité. Et donc, en fait, ils ont le même template. Ils viennent juste tester des propositions de valeurs différentes. Pareil dans l'ad copy, en fait, quand on regarde, c'est construit exactement de la même manière. On a une accroche. Ensuite, on a la solution qui vient présenter du coup LinkedIn. Et le même CTA, Launch Your Next Campaign Now. Et pareil ici pour le titre. Donc en gros, voilà, ils ont ici leur format d'ad qu'ils viennent tester. Et ce qu'ils viennent tester, c'est des value propositions différentes. Et pourquoi du coup est-ce qu'ils viennent s'amuser à changer les couleurs, etc. Simplement parce que dans le fil d'actualité, vous le savez, sur les réseaux sociaux, le temps d'attention est extrêmement faible. Donc en fait, si on garde les mêmes couleurs, la même image, comme ça en scrollant, on va juste penser que c'est la même ad, on va pas du tout capter qu'il y a un changement de messaging ici. Donc le changement de couleur, c'est juste pour qu'elle puisse être différenciée. Et donc ça, d'ailleurs, c'est une best practice à retenir. Et donc voilà, une fois que vous avez tous vos tests, vos ads qui sont prêtes, etc., on va passer du coup au launching. Donc la structure en fait de campagne, elle est vraiment très simple. Moi, je vous conseille d'oublier toutes les structures complexes, etc. Que qu'on pouvait utiliser avant. Ici, vous allez avoir besoin de deux campagnes. Une campagne de testing et une campagne de scaling. Évidemment, si vous démarrez, vous allez d'abord avoir besoin de la campagne de testing uniquement. Ensuite, en fait, dans cette campagne de testing, c'est simple aussi. Un test égale un ad set. Donc là, par exemple, avant, en général, ce qu'on pouvait avoir, c'est qu'on tous les différents ad sets allaient venir tester différents targeting, par exemple. Alors là, pas du tout. On va déjà toujours tester sur une audience broad. Là, je m'adresse surtout je parle surtout de Meta ou de TikTok, enfin de tous les réseaux sociaux à part LinkedIn. Donc c'est
plus du coup bottom funnel où on va venir pour le coup cibler une cible assez précise. Mais en tout cas sur du méta par exemple, on vient tester sur du broad pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est ce que recommande Meta, parce que ça va nous permettre en fait d'aller toucher un pool une audience en fait assez large. Et c'est l'algorithme derrière qui va être capable en fait de s'affiner et de pouvoir aller trouver l'audience qui va le mieux répondre en fait à vos ads. Et finalement, le targeting, on va le faire à l'intérieur même des créas, si vous voulez, en testant en fait différentes value propositions, en voyant que tel pool de personnes répond mieux à cette headline, etc. En fait, l'algorithme va automatiquement pousser en fait les ads aux avatars en fait qui ressemblent à ces personnes-là. Et du coup, je crois que je vois des personnes dans le chat. Ah oui, non, ok, c'est Charlotte qui copie. Du coup, je répondrai aux questions à la toute fin, mais ouais, du coup, j'ai mon copilote, Charlotte, qui va me copier les questions dans le chat, donc n'hésitez pas à les poser. Euh, et surtout aussi à préciser si jamais je vais trop vite ou qu'il y a des choses que vous comprenez pas, que je puisse revenir dessus. Mais donc, revenons à nos moutons. Ici, sur la partie, du coup, adset, pourquoi est-ce qu'on vient faire du broad? Parce que finalement, il y a personne. En fait, Meta a toute la data sur tous les utilisateurs et il y a vraiment, enfin, il y a que lui enfin, il n'y a pas mieux que lui, si vous voulez, pour pour pouvoir aller trouver les bonnes personnes. Il a beaucoup plus d'infos que nous, donc laissez-le faire dans un premier temps, en tout cas pour tester. Ça sert à rien de se restreindre, au contraire. Il vaut mieux justement, nous, là où on va avoir du poids, c'est en testant plein d'ads différentes pour pouvoir aller toucher plein de personnes différentes. Ensuite, en fait, à l'intérieur de chacun de vos adsets, vous allez avoir minimum 3 variations, environ 3-5, je dirais. Sur LinkedIn, c'est différent, il en faut, quoi qu'il arrive, 5 minimum. Sinon, en fait, à cause du capping qu'ils mettent automatiquement, qui est de montrer en fait une ad une fois toutes les 48 heures à une même personne, vous n'allez pas faire d'impression. Donc sur LinkedIn, c'est minimum 5, même, voire même plus si vous pouvez. Et sur Meta, TikTok, etc., sur le reste, environ 3-5. Et donc là, on va venir tester du coup chacune de nos variations, chacun de nos tests. Là, typiquement, sur l'exemple, on vient tester une value prompt différente, donc en changeant la headline de notre visuel. Du coup, pourquoi est-ce que, enfin, j'anticipe au cas où si jamais vous avez la question, pourquoi est-ce que je viens pas faire tous mes tests dans un seul adset, tout simplement pour être sûr que le budget en fait il soit dépensé sur chacun de vos tests. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui l'algorithme, quand il voit qu'une ad elle performe bien, il va mettre tout le budget dessus. Donc en fait, si vous venez faire des nouveaux tests, si vous ajoutez en fait une ad à un adset qui est déjà en train de runner et où il y a déjà une pub qui fonctionne bien, en général, l'algo, il va pas du tout dépenser de budget sur cette nouvelle ad que vous venez d'ajouter. Donc ça, c'est une première chose pour être sûr que le budget soit dépensé pour votre test. Et la deuxième chose, c'est juste d'une manière assez pratique en fait pour pouvoir analyser la data, c'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on vient tester en fait? Quelle variable est-ce qu'on peut venir tester? Donc ça peut être un angle, donc ça va être l'approche, un peu la narration de votre ad. Un hook, j'imagine que tout le monde connaît, mais en gros c'est l'accroche de votre vidéo, c'est les 3 premières secondes, même si aujourd'hui on est plus à 1-2 secondes. Le messaging, donc des variations de texte, des formats, donc ce que j'appelle format, c'est pas image, vidéo, carrousel, etc. C'est vraiment le type d'ad aujourd'hui, le type de format un peu tendance, on va dire, trendy à tester. Donc, ce qui va être donc UGC, des statistiques, problème-solution, testimonial, etc. Et la durée, donc avec du short ou du long content. Voilà, il y a plein d'autres variables que vous pouvez venir tester, des choses qui vont être propres à votre industrie, propres à votre marque aussi.
Et donc, on va pouvoir passer maintenant à la partie qui, j'imagine, vous intéresse le plus. Donc, comment est-ce qu'on vient ensuite analyser la data? Donc là, ce qui s'est passé dans notre cercle vertueux de la creative stratégie, c'est que on a lancé nos ads. Donc ça run en général. Je dirais que pour un test, c'est bien de laisser tourner au moins une semaine. Évidemment, on vient checker un peu tous les jours. On attend 3, 4 jours, regarder ce qui se passe. Si on voit vraiment que les résultats sont pas très bons, faut pas s'acharner. Euh, et puis au contraire, si on voit qu'il y a vraiment une ad qui, euh, qui se démarque un peu des autres, ben pas hésiter à venir la scaler. Donc en augmentant le budget progressivement de 20%, c'est en général ce qui est recommandé, à 20% tous les 2, 3 jours. Et donc vos ads sont en train de tourner, on vient pour analyser la data. La première chose qu'on va faire, bah déjà, c'est de suivre les bons KPI. Donc là, on va venir les voir un à un. Donc il y a 2 catégories principales, trois, vous allez voir. Il y a les KPIs prioritaires, donc c'est ceux en fait qui vont driver les décisions. C'est par rapport à ces KPI-là que vous allez vous dire, ok, cette ad-là, je la mets en pause, cette ad-là, je vais venir la scaler. Donc, le premier indicateur que vous allez pouvoir venir regarder, c'est le montant dépensé, parce que c'est tout simplement l'algo qui vous parle et qui se trompe quand même rarement. Quand il vient mettre du budget sur une ad, c'est qu'il y a un truc qui se passe et qu'elle fonctionne bien. Évidemment, le nombre de résultats. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est comparer le volume entre les différentes ads de notre ad set et le CAC qui va être spécifique à votre business, voilà, que vous allez venir définir. Donc ça, c'est vraiment les 3 KPI qui vont venir driver les décisions. Ensuite, on va avoir nos KPI secondaires. Donc ça, c'est ceux qui vont nous permettre d'analyser la performance de notre campagne, pardon, de nos ads, qui vont venir un peu nous permettre de voir bah, pourquoi ça fonctionne pas. Un des premiers que vous pouvez déjà venir regarder et vachement surveiller, surtout, c'est la répétition ou la fréquence sur LinkedIn, ça s'appelle comme ça. Donc plus elle est élevée, plus l'ad elle perd en efficacité parce qu'on a de l'ad fatigue en fait sur cette ad là. Ça peut montrer aussi que votre ad elle est potentiellement. En fait, si très vite vous voyez que vous avez une répétition qui est très élevée, ça veut dire que l'algo il s'acharne à montrer la même ad aux mêmes aux mêmes personnes et dans ces cas-là vous êtes en train de payer dans le vent parce que votre ad elle est montrée en masse bah, aux mêmes personnes donc ça sert à rien, il vaut mieux la couper. Surtout si jamais vous voyez en fait vous voyez que la répétition elle est élevée, tiens on va aller regarder un peu ben, justement euh, ce que disent ben, les résultats, etc. Si vous voyez que ça c'est down aussi, ben là vous pouvez vous dire combien couper. Le CPM, bah, je reviens pas après pour expliquer évidemment ce que tous ces KPI veulent dire parce que j'imagine que vous le savez déjà, mais plus là l'idée c'est de vous expliquer un peu en quoi ça va venir peser dans la balance on va dire. Donc en gros le CPM c'est bah, déjà vous allez forcément, enfin comment dire, il est à comparer en fait plutôt au global dans votre ad account et dans votre industrie. Et là l'intérêt c'est de comparer le CPM sur chacune des ads parce que si votre créative elle performe, en fait l'algorithme il va baisser le CPM de cette ad là pour vous récompenser. Donc si vous voyez que sur une ad vous avez un CPM qui est faible par rapport aux autres, vous pouvez vous dire, ok, ça c'est une ad qui a priori répond bien, comment dire, auquel les personnes en fait réagissent bien. Et du coup, vous pouvez commencer à les regarder ben, ce qui peut faire qu'elles fonctionnent bien. En tout cas, c'est à creuser. Ensuite, le CTR unique des liens sortants, il varie bien sûr selon l'industrie. Je vous ai mis un petit benchmark juste après. Mais l'idée, pareil, c'est de le comparer au global de votre ad account. Et pareil aussi pour le CPC. Ensuite, vous allez avoir des KPI qui sont focus uniquement sur, enfin qui sont seulement pour la vidéo. Le hook rate, le hot rate et la durée de lecture moyenne. En fait, le hook rate, donc c'est ce qui vous indique à quel point votre ad elle capte l'attention. En gros, c'est le pourcentage de personnes qui ont regardé les 3 premières secondes de votre vidéo.
Sur Meta, d'ailleurs, le hook rate et le hold rate, ils sont pas prédéfinis. En fait, c'est des KPI que vous allez devoir entrer à la mano. Donc pour le hook rate, la formule c'est le nombre du coup de vues de 3 secondes divisé par le nombre d'impressions. Et ensuite le hold rate, ça vous indique à quel point votre vidéo elle maintient l'attention d'un utilisateur. Euh, donc ça c'est le pourcentage du nombre de personnes qui ont regardé 3 secondes qui ont ensuite regardé 15 secondes. Parce que en tout cas sur Meta, le hold rate, c'est le nombre de throughplay, ouais. Le throughplay, c'est 15 secondes de vidéo vue, divisé du coup par le nombre de vues de 3 secondes. Et donc là, vous avez le hold rate et la durée de lecture moyenne de la vidéo. Donc ça, c'est intéressant en fait de croiser cette métrique avec le hold rate pour mieux analyser en fait la rétention d'audience d'une vidéo. Euh, Parce que typiquement, si jamais vous allez avoir, euh, comme le hold rate, c'est basé quand même sur les 15 secondes de la vidéo. D'ailleurs, si votre vidéo fait moins de 15 secondes, dans ces cas-là, c'est le nombre de personnes qui ont regardé toute la vidéo. Vous allez pouvoir voir si les personnes en fait sont allées justement au-delà de la vidéo ou pas, en comparant du coup avec la durée de lecture moyenne. Alors ici, je vous ai pris des stats assez exceptionnelles. Vous verrez après, vous pourrez comparer avec le benchmark. Donc avec un hook rate qui est à 60%, ce qui est vraiment excellent. Pareil pour le hold rate à 20%. Euh, voilà. Donc là, vous avez le benchmark juste ici. Donc là, je vous ai mis les chiffres moyens par industrie et par plateforme. J'ai mis les deux principaux, j'imagine, qui vous intéressent. Donc Meta et LinkedIn. Là, c'est pour une campagne d'acquisition e-commerce ou lead gen et sur le marché français parce que évidemment, ça varie selon les marchés. Euh, Là, ce qui va être intéressant de voir, c'est que sur LinkedIn, en fait, on a des coûts plus élevés, sans surprise, parce que c'est une plateforme P2B, plus niche, avec un ciblage précis. Le CTR, il est aussi beaucoup plus bas sur LinkedIn, simplement parce qu'on a une audience qui est restreinte, plus qualifiée, qui va venir cliquer uniquement si le contenu il est ultra pertinent. Donc c'est pour ça que typiquement sur LinkedIn, vous allez avoir ici par exemple un CTR dans la food à 0.3, 0.6, quand sur Meta vous allez avoir un CTR pardon à 1.3 voire 2.2. Et bien sûr sur Meta, les coûts sont plus faibles parce qu'on a des clics plus spontanés, c'est des usages plus fluides sur ces plateformes et donc on a un engagement qui est plus facile de la part des utilisateurs. Donc voilà, ça c'est aussi à prendre en compte ces KPI, en fait les benchmarks qui sont pas les mêmes par plateforme. Donc c'est à prendre en compte après quand on vient évidemment analyser la data. Et donc une fois qu'on est sûr de suivre les bons KPI, on vient aussi du coup aller creuser dans la data avancée. L'objectif ici en fait c'est d'aller chercher ce qui est un peu surprenant pour valider ou invalider une hypothèse en termes d'avatar, de proposition de valeur ou de placement. Je vous explique tout de suite. Donc en fait, ça va être tous les insights que vous allez avoir en termes de, par exemple, l'heure, le jour, etc. On a accès en général à des dizaines et des dizaines d'insights. On peut facilement se perdre là-dedans. Mais pour commencer, moi, je vous conseille de prioriser l'âge, le sexe et le placement. Et ensuite, de prioriser tout ça selon le montant dépensé ou le nombre de conversions. Et aussi de la data que vous pouvez aller chercher, c'est les commentaires de vos ads. Pourquoi aller chercher loin quand on peut recueillir du feedback direct de notre audience? Donc là, j'ai pris l'exemple d'une marque de boots finlandaise. On va pas s'attarder sur l'ad, mais vraiment sur les commentaires qu'on peut trouver. Donc le premier qui dit je les ai, elles sont très bien, j'attends la deuxième paire, mais j'aurais aimé je sais pas du tout comment ça s'appelle en français, mais la petite languette voilà que vous avez derrière pour mettre votre chaussure. J'aurais aimé qu'elle soit plus longue. Donc ça, c'est quand même un retour hyper intéressant directement sur le produit qu'on peut avoir. Euh,
Ici, le deuxième, il est vraiment excellent. Donc, j'ai reçu les miennes hier. J'ai pu les tester dans la neige, 6 km avec des nouvelles shoes et pas du tout d'inconfort. Et en plus, elles tiennent, elles accrochent bien dans la neige. Donc ça, c'est vraiment pépite comme commentaire, surtout pour une marque finlandaise où du coup, bah, il neige la moitié de l'année. Et ben ça, ce qu'on peut faire avec un commentaire comme ça, c'est réutiliser bah, ce bénéfice dans nos ads, parce que là, par exemple, ils en parlent pas, notamment bah, quand c'est l'hiver, etc. Mais aussi utiliser directement ce commentaire tel quel et en faire une ad en fait, tout simplement. C'est quand même assez facile finalement, vous voyez. Et là, le dernier commentaire, do they come in white? Donc, est-ce que vous faites aussi des modèles pour les pieds larges? Ça, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est une question en fait que les gens peuvent se poser. Enfin, ça peut être un frein à l'achat, on va dire. Et donc, ça peut être intéressant de le préciser bah, dans le wording de l'ad, etc. Donc, vraiment, en allant regarder dans les commentaires, vous allez déjà aussi trouver beaucoup de retours qui sont pépites et que vous allez pouvoir du coup utiliser pour itérer et faire des nouvelles ads, etc. Ensuite, l'étape numéro 3, ça va être de transformer en fait ces données en analyse actionnable. Donc là, on a vu un petit peu bah, tout le type de data que vous allez pouvoir suivre et maintenant, je vais vous montrer comment concrètement bah, les analyser. Donc on l'a dit, les KPI principaux, ils vont venir guider la prise de décision et les KPI secondaires, ils aident à comprendre pourquoi une ad fonctionne ou pas. Donc typiquement le CPM, le CTR, le CPC, en fait, c'est des indicateurs de tendance sectorielle qui vont être utiles pour analyser la performance globale de l'ad account, mais aussi du coup de votre ad directement. Enfin voilà, on va aller regarder si jamais ça clique ou pas. On va voir que cette ad-là nous coûte cher, mais surtout ça guide pas la prise de décision. Je vous explique. En fait, on va pas venir couper une ad juste parce qu'elle a un CTR bas, par exemple. On la coupe parce qu'elle dépense pas, ou parce qu'elle convertit pas, ou parce que le CPL il est trop, ou le CPA il est trop élevé. Parce qu'une ad avec un CTR moyen ou bas, avec des grands guillemets, parce qu'évidemment c'est hyper relatif, elle peut quand même générer des bons résultats en fait. Elle peut quand même ben, faire des ventes, générer des leads à des coûts assez bas. Et donc c'est pas parce que le CTR est bas qu'on va venir couper une ad. Et d'ailleurs l'inverse vaut également parce qu'on peut avoir une ad avec un CTR hyper élevé. Et en fait quand on vient regarder, on se rend compte que c'est une ad qui a pas du tout beaucoup dépensé, qui a fait 50 impressions avec 20 clics et qui du coup a eu un CTR hyper élevé. Donc voilà, c'est en ça en fait que je dis que c'est vraiment sur ces premiers KPI qu'on vient prendre des décisions et du coup avec les KPI secondaires qu'on vient euh, essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne ou pas. Et c'est ce qui va nous permettre en fait de conduire des tests intelligents et d'itérer. Ensuite, par rapport au hook rate, donc sur nos KPI vidéo, donc celui-là, c'est quand même le plus facile à analyser et à améliorer parce que typiquement, si on a un hook rate qui est bas, bah, c'est simple, on sait que le problème il vient des 3 premières secondes de la vidéo et que c'est là qu'il faut venir faire quelque chose. Parce que ces 3 premières secondes, elles captent pas assez l'attention. Donc là, la solution, bah, c'est simple aussi, c'est juste de venir tester des nouveaux hooks jusqu'à trouver celui qui va venir engager votre audience, pardon. Le hold rate, alors là, c'est plus compliqué parce que quand il est faible, quand on a un hook rate qui est élevé, mais que là, on se rend compte qu'on est en train de perdre les gens, bah, on sait qu'on a une perte d'audience en fait en cours de vidéo. Ce que vous pouvez faire, c'est du coup d'analyser cette vidéo-là avec une vidéo qui a un hold rate plus élevé pour essayer de voir ben, ce qui a fonctionné sur l'autre et de comparer pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait dupliquer en fait les bons usages de la première sur la deuxième. Là où je dis que c'est plus compliqué, c'est juste ben, pour pouvoir trouver en fait pourquoi ça fonctionne pas. Et en fait, il y a plusieurs choses. Vous pouvez vous demander en fait est-ce que votre rythme et le storytelling il est fluide, est-ce que votre vidéo elle est assez dynamique, euh, est-ce que la durée elle est adaptée, est-ce que la vidéo elle est pas trop longue. C'est en ça que vous pouvez venir regarder un peu la durée moyenne de visionnage en fait.
Et du coup, la solution ici, bah, c'est de revoir le framework de la vidéo, tester des nouvelles transitions, ajouter un voice-over. Enfin voilà, essayer vraiment de tester des nouvelles choses pour faire en sorte bah, que les personnes restent en fait, tout simplement. Je l'ai pas précisé aussi, mais pour un CTR qui va être bas, bah, tout simplement, ça va être, en fait, c'est un peu ce qu'on va venir regarder en dernier le CTR, parce que en tout cas pour une vidéo, si vous avez un bon hook rate, un bon hold rate, mais que là le CTR il est pourri, bah, c'est que votre appel à l'action il est pas bon et que c'est là qu'il faut venir bah, tester des nouveaux CTA. Si les trois sont pourris, ben dans l'ordre on va venir essayer de tester un nouveau hook rate, puis un hold rate et enfin d'améliorer le CTR. En fait, enfin, il faut vraiment le faire par ordre de priorité et par rapport à ce qui vient en premier. Donc d'abord les 3 premières secondes, puis le contenu de la vidéo après les 3 premières secondes et à la fin le CTR. Et puis après, pour une image, bien entendu, si jamais vous voyez que euh, ça dépense bien, que vous avez quand même du clic, etc., mais que vous avez un CTR qui est moyen, dans ces cas-là, vous pouvez quand même essayer ben, du coup de tester un nouvel appel à l'action. Bon, en général, vous allez comparer vos ads entre elles et il y en a une qui va se démarquer. Dans ces cas-là, vous pourrez dupliquer. Et s'il y en a aucune qui a un bon CTR, dans ces cas-là, ben faut revoir. Je pense que c'est que le messaging est pas bon en global. Ensuite, je me suis un peu écartée du sujet, pas trop, mais un petit peu quand même. On passe à la data avancée qui, elle, en fait, vient globalement apporter du contexte. Donc, vous vous souvenez, la data avancée, ça va être l'âge, le sexe, la plateforme, enfin le placement, pardon, de diffusion, donc story, feed, etc. Ça, en fait, ça va tout simplement permettre de vérifier au global si vos créas, elles ciblent bien la bonne audience, d'une part. Par exemple, vous êtes une marque de bien-être, vous vous dites, OK, ma cible, bah, c'est des femmes de 30 à 45 ans. Mais en fait, vous vous rendez compte que vos ads, elles performent mieux sur les 25-30 ans et sur un public masculin. Donc là, je prends un exemple qui est hyper tranché, mais pour vous montrer, enfin, vous voyez l'idée. Donc là, en fait, ça vient bah, invalider en fait une hypothèse de persona d'avatar que vous pouviez avoir. Ou si on est plus nuancé, bah ok, ça fonctionne bien sur les femmes, mais en fait, je me rends compte que ça fonctionne bien sur les hommes aussi. Donc voilà, c'est de cette manière-là en fait que vous pouvez venir utiliser cette data et du coup ensuite ben réadapter vos ads dans ce sens et ajuster du coup les créas et la LP pour mieux adresser du coup cette audience. Ça peut aussi révéler en fait quel format fonctionne le mieux. Par exemple, vous vous rendez compte que vous avez des meilleurs résultats sur le format story versus les autres formats. Ben dans ces cas-là, ça sert à rien de d'activer les autres placements et on va tester une diffusion story only pour maximiser la performance, surtout si l'algorithme dépense en fait du budget sur les autres placements, mais que derrière ça convertit pas par rapport au format story qui lui va venir convertir. Et donc finalement le creative testing, ça va venir donner lieu à des apprentissages. En fait, une fois que vous avez analysé toute cette data, vous dites ok, ben voilà, cette hypothèse-là elle est validée, cette hypothèse-là elle est invalidée. Voilà ce que j'ai appris. Et c'est ça pardon qui va vous permettre de venir itérer et de scaler surtout. Donc typiquement, on réutilise une headline qui fonctionne dans un format différent, un look qui cartonne, un créateur UGC, etc. Dès que vous avez trouvé un truc qui marche, ben déjà vous allez poncer votre créa jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'elle fonctionne plus parce qu'évidemment elles ont une durée de vie. Alors des fois on sait pas pourquoi on peut utiliser la même créa pendant 1 an et elle continue de fonctionner. Sûrement parce qu'elle parle en fait à énormément de personnes différentes et donc elle peut être scalable pendant très longtemps. La plupart du temps, quand même, vous allez voir qu'au bout d'1 mois, 6 semaines, etc., bah, une ad qui fonctionnait très bien
il commence à y avoir des red fatigue, elle fonctionne moins bien. Mais en fait, on vient voir un peu les apprentissages qu'on a retenus en fait avec cette créa-là. Et c'est là qu'on vient décliner ça dans d'autres formats et pour pouvoir ben, revenir tester en fait d'autres ads et trouver en fait la bonne recette plus rapidement et scaler plus rapidement aussi. Ensuite, pour finir, avant de passer aux questions-réponses, du coup, je vous avais promis quand même que la creative stratégie et du coup le test de créa, c'était quelque chose qui était fun et avec lequel on pouvait s'amuser. Je suis tombée sur cette ad de LinkedIn qui dit B2B ads that use humor and strong storytelling get more engagement. Donc les ads B2B qui utilisent l'humour et un fort storytelling génèrent plus d'engagement. Euh, je sais que la plupart d'entre vous sont dans le B2B, donc c'est pour ça que aussi que j'insiste dessus, parce que c'est vrai que dans le B2B, on peut avoir tendance à être plus sérieux, à vouloir rester dans le cadre, à pas trop en fait tenter de choses au niveau des tests. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller regarder ce qui se fait chez les marques DTC, e-commerce, parce que bah, elles peuvent se permettre en fait de tester plus de choses. Et du coup, en général, les formats un peu qui performent et les nouvelles trends, etc., elles émergent du DTC, mais en fait, n'hésitez pas à les puiser dans ces formats-là et de les appliquer au B2B parce qu'au final, vous vous adressez aux mêmes personnes. Votre lead que vous cherchez qui va venir planifier une démo avec vous, c'est le même lead qui va venir, qui le soir va rentrer chez lui et acheter un shampoing sans sulfate, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Derrière, faut pas oublier en fait qu'on s'adresse à des êtres humains et que avec la creative stratégie, en fait, si vous voulez venir performer, il faut venir tester des choses différentes basées sur les émotions et la psychologie en fait et et du coup pas hésiter à venir tester des choses différentes, innovantes et s'éclater tout simplement. Et je vous montre par exemple cet exemple brillantissime de Cognizant sur LinkedIn. Donc en fait, ils font la promotion de leur deuxième livre, qui est la suite d'un premier livre qu'ils ont sorti. Et pour ça, ils viennent utiliser en fait la pop culture. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup, surtout dans le B2B en fait, quand on vient ben, typiquement targeter des personnes qui sont nées dans les années 70, 80, etc. La pop culture, ça fonctionne hyper bien. Donc là, on est sur le cinéma, Star Wars, etc. Et donc sur la première ad, ils viennent faire un... Ils ont repris un truc IMDb, meilleure suite de tous les temps. Donc vous avez Le Parrain, deuxième partie, Star Wars, l'Empire contre-attaque, Rocky 4 et leur deuxième livre. Et du coup, dans l'aide copie, les opus ne fonctionnent jamais car ils sont souvent sans fond, alors que le volume 2 de The Diary of a First Time CMO partage tellement d'enseignements qu'il serait dommage de passer à côté. Et donc là, ils ont cet angle pop culture, vous voyez, qui viennent décliner en testant une deuxième ad où ici ils disent ça y ressemble, mais ce n'est pas un nouvel opus de Star Wars, c'est le nouvel opus du journal de bord d'une CMO avec tous ses apprentissages sans l'homme de bois. Voilà, je trouve que c'est vraiment du génie, que c'est brillantissime et vraiment je vous invite à aller sur ce terrain-là, à sortir du cadre, sortir de votre brain book et de vous amuser en fait tout simplement parce que pour le coup ça attire l'attention, c'est ce qu'on veut, c'est là que c'est plus compliqué aujourd'hui avec toute la concurrence et le temps d'attention qui est hyper faible. Ce qu'on veut en premier, c'est vraiment de capter l'attention, d'aller toucher les émotions et de faire cliquer, in fine. Et ça, c'est des ads qui font cliquer, je vous le promets. Voilà, du coup, on va pouvoir passer aux questions. N'hésitez pas du coup à les mettre dans le chat. Si on teste deux propositions de valeur et deux visuels différents, ça biaise un peu le résultat, non? Euh, alors, je crois que tu fais référence au visuel de LinkedIn. En gros, effectivement, on peut venir les tester en outil. Ok, parfait. Euh, en fait,
Comment dire, si on vient tester deux propositions de valeur, on peut utiliser le même template, il faut juste le twister un petit peu en fait. Parce que honnêtement, c'est pas parce qu'on utilise la couleur bleue ou jaune que ça va faire une grosse différence. Mais en tout cas, oui, je vais revenir rapidement sur cette slide pour vous montrer. Hop, où en fait, effectivement, on vient utiliser du coup le même template, mais il faut quand même changer à minima la couleur et l'image, juste pour qu'on puisse dans le fil d'actualité capter que c'est une ad différente, parce que sinon, je vous promets qu'on va, en fait, une personne qui va slider comme ça, qui va scroller, pardon, elle va même pas comprendre que c'est une ad différente. Donc je vous recommande de la twister un petit peu. Alors après de pas faire justement de pas avoir un angle qui est totalement différent, parce que sinon effectivement on va pas savoir ben, si c'est la value proposition ou juste l'angle qui a fonctionné ou pas. Mais voilà, j'espère que ça répond à la question. Ensuite, si on met que quelques cas par la tête, on risque d'avoir des champions locaux qui sont très bons pour la variable, mais pas au global. Euh, je suis pas sûre d'avoir compris. Euh, En tout cas, sur, comment dire, sur LinkedIn, oui, je vous recommande d'en mettre 5, même 10, même plus. Effectivement, c'est recommandé. Par contre, sur Meta, en fait, ça va dépendre de votre budget aussi. Si vous avez beaucoup de budget, alors je vous en prie, allez-y et faites tout plein de tests. Après, honnêtement, sur Meta, 3-4 variables, 3-5 variables, pardon, c'est suffisant parce qu'il faut aussi pouvoir comment dire, faut aussi pouvoir les tester. Il y a une différence en fait entre ben, le nombre de tests que vous allez avoir, ou là, si vous avez du budget, bah, je vous invite à vraiment y aller ici et à faire du coup plein de séries de tests différentes. Par contre, ensuite, dans le nombre de visuels, 5, ça suffit largement, sinon vous allez vraiment ben,